Retour sur le plateau de Plein Écran pour ce Plein Écran 2.0 dédié à la technologie dans le sport, toujours avec Adrien Baquet, directeur commercial de Dartfish en France, Alain Solvès, entraîneur national à la Fédération française de tennis, Christian Miller du Team Lagardère et Franck Niederkorn des Éco-Innovations. On parlait en première partie des gains en performance, en efficacité que vous apportent ces nouveaux outils. Évidemment, ça appelle une question qui brûle les lèvres de Franck. Oui, c'est la face obscure du sport de haut niveau, c'est le dopage. C'est-à-dire avec la médicalisation, la technologisation accrue, on va tout droit vers un dopage accru, vers encore plus de mauvaises pratiques qu'auparavant, non ? Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que justement, ces technologies nouvelles offrent des espaces d'amélioration qui sont éthiques. C'est une façon de prendre l'avantage à la loyale, quoi. Voilà, exactement. Je pense que justement, ces méthodes peuvent éviter le recours au dopage parce que, encore une fois, je le répète, elles offrent un espace de progrès qu'on n'offrirait pas s'il n'y avait pas ces techniques. Et ces techniques, en soi, ne sont absolument pas dopantes, naturellement. Et donc, je pense que ça représente une vraie alternative au dopage. Même si à un moment donné, tous les pays et tous les meilleurs spécialistes utilisent la technologie, il faut quand même progresser et que l'étape suivante, ça peut être le dopage. Est-ce que par exemple sur les Jeux de Pékin... On ne peut pas garantir le fait qu'il n'y ait pas de dopage, hein, bien entendu. Hein. Mais je pense que d'offrir de vraies alternatives, encore une fois, à l'amélioration de la performance en dehors de moyens illicites, c'est vraiment lutter d'une certaine manière contre le dopage. D'autant qu'on parle aussi de la technologie comme arme contre le dopage. Voilà, parce que je voulais y venir justement, effectivement, parce que le fait de faire ces mesures, le fait de quantifier en fait les qualités physiques des athlètes, c'est une arme parce que on peut repérer à travers ces mesures-là les gens qui se livrent au dopage. Oui, c'est-à-dire on parle du suivi longitudinal, on suit sur le long terme. Absolument, mais le suivi longitudinal concerne l'aspect biologique. Hein, c'est la mesure d'un certain nombre de molécules au niveau sanguin qui permettent de faire une carte un peu d'identité biologique du sportif. Et en fait, dans le suivi longitudinal, on mesure les variations de cette carte d'identité biologique. Adrien Baquet, j'ai quand même une question. On l'a vu, tennis, athlétisme, sport d'équipe, etc. Il y a encore des sports où tout ça ne fonctionne pas. Il y a encore des sports où c'est pas applicable. Il y a encore des sports un peu traditionnels, à part les échecs, quoique. Mais non, il y a encore des sports, en effet, on va dire à l'ancienne, avec des entraîneurs qui n'ont pas 20 ans, qui sont encore de l'ancienne génération et qui ne sont pas encore adeptes de ces nouvelles technologies. Je veux dire plutôt des sports où la technologie ne serait pas applicable, où ça n'aurait pas d'intérêt. Ou alors où on n'a pas les outils. D'une façon générale, l'ensemble des outils, et ça tous les experts nous le confirment, l'analyse vidéo, d'une façon générale, est quand même utile dans n'importe quelle discipline. Ça, évidemment, ça marche aussi pour la pétanque, le tir à l'arc. Exactement. Et vous prenez de bons exemples, puisqu'on a aujourd'hui des contacts sérieux avec ces gens-là. Donc, Franck. Alors en même temps, il y a aussi des cas où la technologie a un peu de mal. On a vu que dans les systèmes d'analyse vidéo, très utile pour le foot, puisque ça aide à faire automatiquement des statistiques sur chaque joueur, le nombre de kilomètres parcourus, la vitesse à laquelle il court, rencontre des problèmes dans certains sports. Le rugby, par exemple, c'est difficile parce que les phases de regroupement, les joueurs sont complètement mêlés les uns aux autres. Et le logiciel... L'analyse automatique de la mêlée, ça ne doit pas être ça. Et le logiciel, il s'y perd complètement. Aujourd'hui, il y a une limite évidente dans l'utilisation d'un logiciel d'analyse vidéo. C'est l'expertise de la personne qui est derrière l'ordinateur. Donc, le logiciel ne fait pas tout ça automatiquement, quoi qu'il arrive. Mais alors, on parle pour l'avenir peut-être d'intégrer des puces sur les maillots, voire même sur les sportifs, qui permettraient finalement de les suivre automatiquement. Tout à fait. Sur le terrain. Ça, c'est des tests qui sont déjà bien en cours et je crois que c'est assez prometteur. Parce que l'intelligence, elle peut être dans l'équipement, elle peut être dans la vidéo, mais en effet, elle peut être aussi sur le terrain, Christian Miller. Bien sûr, on parle de plus en plus de tissus intelligents, de chaussures intelligentes, donc de tissus ou de chaussures dotés de capteurs, d'accéléromètres ou autres, qui permettent effectivement, sur le terrain, directement de pouvoir suivre ce que l'on a envie de mesurer, en fait, soit des déplacements, soit des vitesses segmentaires, soit des chocs. On pense évidemment sur l'intelligence du terrain, on reparle de football. Je sais que la FIFA a voulu, avant cette Coupe du Monde, expérimenter par exemple des capteurs, enfin juste des petites puces RFID, des petites puces radio intégrées au ballon pour savoir de manière définitive si le ballon passait la ligne de but ou pas. Ça nous aurait peut-être aidé dans quelques matchs. Ça vous paraît souhaitable? Ça vous paraît intéressant? Moi, sur le plan de l'éthique du jeu, ça me paraît tout à fait souhaitable qu'on trouve un moyen technologique de s'affranchir des erreurs flagrantes qu'on a pu voir. Donc que ce soit par l'intermédiaire d'une puce ou l'intermédiaire de caméras. Après, se pose simplement le problème de la fiabilité de la mesure.
Hein, en fait, c'est la seule limite actuelle. Il faut qu'on soit sûr que ce que l'on mesure est vraiment la réalité. Parce que si on en revient justement à ce dont on parlait au début, c'est-à-dire la glorieuse incertitude du sport. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable? Est-ce qu'il y a des choses que la technologie ne doit pas faire, des endroits où il ne faut pas aller, des choses qu'il faut qu'on s'interdise sous peine de fausser le jeu? Même ses côtés aléatoires. Non, mais je pense qu'effectivement, vous avez abordé tout à l'heure un petit peu l'universalité de la discipline. Il faut que les moyens de progression soient accessibles à tout le monde. Et s'ils ne passent que par la technologie qui elle-même n'est accessible qu'à une frange très limitée de la population, le sport deviendra injuste, entre guillemets. Et je ne suis pas certain que ce soit notre objectif d'éducateur que de réserver la pratique sportive qu'à une minorité de la population. Maintenant, pour le tennis, par exemple, la vidéo est venue sur l'arbitrage à l'essai depuis quelque temps et c'est plutôt concluant. Et là aussi, il y a des systèmes de détection de balles. On voit même d'ailleurs maintenant les replays qui ne se font plus en vidéo mais en 3D pour voir si la balle a mordu ou pas sur la ligne. Forcément, j'imagine que vous avez des petits camarades dans certains sports collectifs qui doivent vous regarder avec les yeux de chimène. Ils aimeraient bien faire la même chose. Probablement, mais en tout cas, ça a été des soucis en moins. Et là encore, ça existe à Roland-Garros, ça n'existe pas au match de club du dimanche. Oui, mais je pense que les enjeux qui sont mis dans les grands événements comme Roland-Garros peuvent se permettre d'avoir ces moyens de contrôle et que les enjeux étant moindres dans les rencontres de clubs, il n'y a peut-être pas l'utilité d'avoir aussi à ce moment-là les mêmes contrôles vidéo. Encore qu'on voit que finalement la technologie se répand un petit peu partout, parce qu'on parlait évidemment de Dartfish, mais les logiciels Dartfish, si j'ai bien compris, sont utilisés aujourd'hui par des entraîneurs de clubs, par des entraîneurs de golf dans des clubs classiques. On voit par exemple que les cardiofréquencemètres que ceux qui font du footing connaissent bien commencent à intégrer des accéléromètres qu'on met donc dans les chaussures. Donc ça, c'est quand même des technologies de pointe accessibles à presque tout le monde. Christian Miller, est-ce que donc ça va faire évoluer la pratique sportive pour nous tous? Moi, je pense que ça va faire évoluer la pratique sportive vers une pratique sportive mieux élaborée, mieux quantifiée. Et effectivement, on assiste aujourd'hui à une augmentation de ces produits vers le grand public, une diffusion, je veux dire, de ces produits vers le grand public. Et effectivement, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que ces produits qui sont finalement élaborés dans des sphères qui sont relativement réduites puissent être diffusés, puissent trouver un marché qui ne soit pas un marché de niche et qui puisse intéresser le plus grand nombre. Et c'est le gros problème de nos industriels. Adrien Baquet, mais c'est vrai, vous créez des logiciels vraiment pour des gens comme Christian Miller ou Alain Solves aujourd'hui, mais ça pourrait se décliner, on pourrait imaginer des logiciels dans le commerce à une centaine d'euros pour, je ne sais pas, imaginer améliorer son swing au golf ou ça. C'est l'objectif rapidement à terme pour notre business, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on touche les experts d'une façon générale, mais on réfléchit aujourd'hui à du contenu qu'on pourrait mettre à disposition du grand public pour se comparer. Et c'est vrai que l'avenir pour un éditeur de logiciels, c'est aussi c'est le grand public après. Comment le toucher? Parce qu'aujourd'hui, si je suis coach, que je veux analyser le geste de mon tennisman ou la stratégie tactique de mes footballeurs, ça me coûte combien? Ça dépend. Vous êtes directeur commercial, vous connaissez les prix par cœur. Non, mais écoutez, on a une gamme de prix entre 980 € et 4480 € pour la version complète, en sachant qu'il existe des négociations avec certaines fédérations. Donc ça coûte quelques milliers d'euros. Ça coûte quelques milliers d'euros aujourd'hui. Mais avant de tomber à une centaine d'euros, il va falloir attendre un peu. Il faudra attendre un peu, mais on n'en est peut-être pas loin. Christian Miller, même question. Vous parliez tout à l'heure de la musculation et vous, dans votre centre, vous avez des appareils de musculation avec des ergomètres, des accéléromètres extrêmement perfectionnés. Mais finalement, pour le monsieur tout le monde qui fait un petit peu de musculation chez lui ou dans la salle de son quartier, est-ce que ce type d'outil ne serait pas intéressant pour faire de la musculation de façon un peu plus intelligente qu'aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, l'image de la Formule 1 qui rejaillit sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est un petit peu ça. Les technologies, les techniques qu'on met au point sur des athlètes de haut niveau avec des appareils très sophistiqués, bien entendu que ce que l'on cherche à faire, c'est un travail de meilleure qualité. Et cette meilleure qualité de travail, bien sûr qu'elle est applicable à Monsieur Tout-le-Monde. Peut-être avec des dosages différents, mais elle est applicable à Monsieur Tout-le-monde. Et petit à petit, eh bien, c'est vrai que ça peut profiter dans les salles de musculation à Monsieur Tout-le-Monde que d'avoir des accéléromètres sur les barres de musculation pour faire un travail plus efficace. Est-ce qu'il y a encore des outils qui manquent à votre panoplie? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites si j'avais ça, je ferais encore la différence? Alors, c'est vrai qu'on peut rêver de pouvoir embarquer. En fait, l'enjeu actuel de la haute technologie, c'est la miniaturisation.
C'est d'avoir des appareils qui sont de plus en plus légers, des batteries qui pèsent de moins en moins lourd, et de façon à pouvoir embarquer un maximum d'appareils de mesure sur l'individu. Et c'est vrai que les outils... On ne peut avoir que l'analyse vidéo, mais par exemple une analyse en 3D pour tourner autour du joueur. Voilà. Mais pour faire ça, actuellement, il faut encore équiper le joueur de combinaisons, de marqueurs. Alors ça se fait. On a ces analyses vidéo en 3D en direct. Mais encore une fois, sur un joueur qui est équipé, ce qui est une contrainte. Alors Solvès ? Je crois que le haut niveau, c'est aussi la gestion des émotions. Et pour l'instant, on est un petit peu déficitaire dans ce domaine-là. C'est vrai qu'on pourrait rêver de puces à l'intérieur pour savoir comment... Pour réguler l'humeur du joueur ? Non, mais pas forcément pour réguler, mais au moins comprendre et apprendre à quoi il pense dans les moments importants, comment il gère tout ça. C'est un domaine pour l'instant où nous sommes très pauvres. Et est-ce qu'à l'inverse, on peut imaginer des systèmes de simulation parfaits finalement, où l'on simule tellement bien le geste sportif qu'à la limite, on n'aurait plus besoin d'aller sur la piste ou sur le terrain? Alors, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur la simulation du geste. C'est un travail très compliqué, en fait. C'est vrai qu'on avance dans ce domaine. On arrive à créer des modèles qui reconstituent, en fait, les caractéristiques de l'individu et qui permettent, effectivement, de simuler des mouvements. Et je pense que, dans l'avenir, effectivement, ces simulations nous seront d'une aide énorme pour comprendre le mouvement et pour aider les entraîneurs, en fait, à savoir qu'est-ce qu'il convient de changer dans le mouvement de tel ou tel sportif. Bien, avant de nous quitter, comme chaque semaine, la boîte à liens de Christophe Fabrique, les sites et les contenus que l'on a remarqués cette semaine. Une boîte à liens qui commence cette semaine par une vraie boucherie. Je vous rassure, ça n'a aucun rapport avec le débat du jour. Regardez. Du superflu, de l'inattendu, de l'utile, bonjour, vous êtes bien sur la boîte à liens. On vous l'a expliqué en détail la semaine dernière, l'e-commerce revit. Et personne ne veut manquer le coche, y compris les bouchers. Voilà donc le site qui nous manquait, iboucherie.fr, un site d'achat de viande en ligne. Les rognons de veau sont livrés par 2, le rhum steak est à 15 € le kilo, livraison non comprise. Un tablier offert à la première commande. Vous connaissez sans doute Dig, ce site qui permet aux lecteurs de voter en un clic pour les articles qui les intéressent le plus. Le système était jusqu'ici réservé aux infos high-tech, il ne demandait qu'à s'ouvrir. C'est chose faite avec Lipstick, qui l'adapte au monde impitoyable des people. Jay-Z a cassé avec Beyoncé, Hilary Duff est-elle vierge, pourquoi les stars aiment-elles les lunettes œil de mouche? Que de questions. Allez, promis, avec Lipstick, vous allez briller en soirée. Please, you're welcome. Gnarls Barkley. Chaque fois qu'ils passent sur scène ou sur un plateau télé, les musiciens de Gnarls Barkley se présentent sous un déguisement différent. Leur plus belle prestation, c'était sûrement celle-ci. Aux MTV Awards, ils ont refait la guerre des étoiles. Le chanteur en Dark Vador, le batteur en Chewbacca, les guitaristes en Stormtrooper, les geeks et les fans de musique apprécieront. De la Corée du Nord, on sait peu de choses, sinon que c'est une des dictatures les plus dures. Les images en sont rares et l'on appréciera donc ce reportage photo russe qui nous montre la misère et la répression au quotidien, les rues désertes et la campagne aride. Un pays où les habitants ramassent l'herbe dans les parcs pour la manger. On reste dans des domaines difficiles avec la dernière campagne choc lancée par Amnesty International. L'organisation a posé des affiches trompe-l'œil dans les gares et aux arrêts de bus suisses. Ils font croire qu'une scène de guerre ou une scène de torture se passe derrière l'affiche. Leur slogan, cela existe. Pas ici, mais maintenant. Avec un slogan comme ça, tout est dit. On va finir sur une note plus légère avec cette animation flash qui célèbre le retour du fameux Stick Boy. Il est aujourd'hui aux prises avec le pointeur de la souris qui essaye de le soumettre au sein d'une interface flash. Rassurez-vous, il ne se laissera pas faire. Interface, bloc d'images, duplication d'avatar, tous les moyens sont bons dans sa bataille pour la liberté.
Bien, merci à tous, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. On a appris énormément de choses. On se retrouve la semaine prochaine à Cannes pour ce qui sera peut-être la dernière émission de la saison, je vous rassure. On y parlera de jeux vidéo. Justement, à Cannes se réunit toute la profession française du jeu vidéo. On parlera aussi de la Coupe du Monde des jeux vidéo qui se passera en même temps à Bercy. Merci à tous, à la semaine prochaine.